Bonjour. En ces temps de crise, de crainte et d'interrogation sur les causes de tout ça, je pense que beaucoup d'entre nous sont conscients que l'info est fondamentale, qu'avoir les bonnes infos, comparer les infos, vérifier qui est derrière certaines infos est une question fondamentale pour la santé comme pour tous les enjeux de l'humanité. Et donc là, il y a besoin de faire un travail de vérification face à des accusations, des rumeurs qui se répandent beaucoup. Et j'ai lu hier dans le quotidien de référence en Belgique qui s'appelle Le Soir, j'ai lu un article ici que nous allons analyser aujourd'hui. Je vous le montre en papier, mais on va le voir ensuite à l'écran. Derrière la façade victorieuse de la Chine, les nuages noirs du doute. Et donc je l'ai passé en revue point par point, parce qu'il y a vraiment beaucoup de manipulations. Il n'y a que ça, du début à la fin. Et on va prendre ça comme un exemple, mais il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quel quotidien mainstream de référence en France, Le Monde, on va peut-être faire l'exercice un de ces jours aussi, ou d'autres, vous aurez les mêmes infos, les mêmes sources montrées ou non, les mêmes accusations et surtout les mêmes silences. Parce que ça, c'est la chose fondamentale dans l'information, il y a ce qu'on nous dit et ce qu'on ne nous dit pas. Et donc, dans ce journal que je lis depuis que je suis tout petit, ça n'est pas nouveau, tout ce que fait la Chine, c'est toujours mauvais, l'Occident est mieux, et il faut quand même bien constater que dans cette crise du corona, les gens se posent beaucoup de questions, les simples citoyens, les experts, les scientifiques aussi. Comment ça se fait que la Chine s'en est tirée beaucoup mieux et a été beaucoup plus solidaire et beaucoup plus efficace dans sa gestion que les États-Unis ou l'Europe. Et donc, ces informations ici, cet article qui est très long, hein, ça fait 2 pages, là, je vous les remontre parce que c'est vraiment, c'est pas une petite brève, hein, vous avez 2 pages entières que je me suis appliqué à décortiquer, à lire et à relire. Ces 2 pages contiennent beaucoup d'adjectifs, beaucoup de suppositions, beaucoup d'a priori, mais on cherche tout le temps les faits. Et encore plus, on cherche les causes et la compréhension. C'est un article incroyablement superficiel, à sens unique bien entendu, on prend des sources que celles qui confirment la thèse de départ, on n'écoute pas les autres, on ne les cite pas, on ne les mentionne même pas. Et donc cet article signé Véronique Kiesel et Dominique Berns, le voici. Nous allons le décortiquer pour essayer de comprendre 3 phénomènes importants dans l'information ou la désinformation, c'est selon. Première question à se poser, c'est quels sont les procédés de manipulation, les trucs pour amener l'opinion là où on veut, et on va en analyser quelques-uns dans le texte. Deuxième question, quelles sont les sources réelles de ces textes? Qui a inspiré cet article? Est-ce qu'il y a beaucoup de copier-coller? Et la troisième question fondamentale, si accuser la Chine de tous les péchés du monde est une diversion, c'est pour cacher quoi? Voilà les 3 questions très très importantes, à mon avis, dans l'analyse de ceci. C'est pris comme exemple, on pourrait en prendre d'autres, on en prendra d'autres. Si vous pouvez nous aider dans les prochaines semaines, ce sera bien. Alors, on commence avec le titre, et donc vous allez beaucoup voir les images du journal et donc plus ma tête à moi. Si jamais il y avait un problème de son, signalez-le moi, mais j'ai fait des vérifications, je pense que ça marchera. Et voici, on commence avec le titre. Coronavirus en Chine, une réalité plus complexe que la façade victorieuse. Donc voilà d'emblée la couleur.
la Chine a l'air d'être victorieuse et de s'en être bien sortie, mais non, c'est une façade. Et alors, pour qu'on comprenne bien, les nuages noirs du doute. Oh là là, film d'horreur. Ok. Premier extrait ici. La victoire chinoise sur l'épidémie reste fragile. Et en fait, dans plusieurs provinces, des cinémas et des bars qui avaient été ouverts ont dû être fermés. Fragile, oui. Ben, qui dit le contraire? Qui prétend qu'on en a terminé définitivement avec le virus? Personne dans le monde, et certainement pas les Chinois, qui appellent à la prudence. Donc, le fait qu'on prenne des précautions et que on relâche la bride avec légèreté, avec prudence, c'est bien, non? Ça ne devrait pas être l'objet d'une accusation. Et ça cache quoi? Ben, ça cache le fait que dans l'Union européenne, on a pris les précautions beaucoup trop tard. On a, on aurait dû faire le confinement beaucoup plus vite, on aurait dû prendre des mesures et on n'était pas prêt. Et donc voilà pourquoi accuser la Chine sur le fait que, évidemment, rien n'est terminé. Un autre extrait nous affirme que, voilà, les statistiques chinoises ne sont pas fiables. La Chine a-t-elle sous-évalué le nombre de morts à Wuhan? On va y revenir tout de suite, mais je voudrais d'abord commencer par vous montrer la question des sources sur laquelle j'insistais. Un article comme ça n'est évidemment pas une recherche faite par deux Tintins qui ont eu tout le temps qu'il fallait. C'est un article qui a beaucoup de copier-coller avec des interviews ou des reprises de documents, de rapports qui ont déjà été écrits ailleurs et diffusés. Et la question est de voir, on copie quoi? On colle quoi? Alors, la Fondation pour la recherche stratégique, si on va voir sur leur site tout simplement, eh bien, on voit qu'en fait, c'est un organe de ce qu'on appelle en France, ou dans le monde, le complexe militaro-industriel. Regardez, les partenaires, donc les gens pour qui ils travaillent et qui les payent, sont le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Premier ministre, le Commissariat à l'énergie atomique, la Commission européenne, l'ONU, l'OTAN, voilà, l'OTAN maintenant qui est en train de financer des recherches indépendantes sur la Chine, bravo, on ne savait pas, et des entreprises françaises et européennes. On va creuser un petit peu. Si vous regardez sur leur site quels sont les autres articles qu'ils publient, vous voyez que c'est plein de conseils à l'OTAN, c'est plein d'articles militaristes, pro-guerre, les États-Unis, l'OTAN, l'Europe doivent faire plus de guerre. Et voilà les gens qui sont censés nous informer honnêtement sur ce qui se passe en Chine. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas dans l'information, là, vous êtes dans la propagande. Et voilà ce que je voulais indiquer sur cette source. Il y en a d'autres dans le journal, mais je ne vais pas rallonger. Elles sont toujours des sources qui vont pour la grande merveille que constitue l'Europe, les États-Unis, le modèle du monde. On a pris soin de prendre des experts qui sont contre les alternatives, qui sont vraiment dans la propagande. Le choix des sources est vraiment important. Voilà, donc c'est une première chose qu'il faut bien vérifier quand on a ce genre d'article. Et on va maintenant revenir à ce que je disais, les Chinois cachent leurs morts. Ok, ça c'est, vous l'avez vu beaucoup, ça circule partout, on va voir d'où ça vient. Et vous remarquez ici, je parlais des méthodes de manipulation. Les journalistes du soir le disent, il y a probablement eu beaucoup plus de victimes. Probablement. Avec ça, on peut tout dire. Ça veut dire qu'on n'a aucun fait, on n'a aucune preuve. Et probablement, c'est cacher le fait qu'on n'a pas investigué sérieusement pour trancher la question, oui ou non. Et qu'en fait, on veut montrer, on veut prétendre, on veut mettre le doute dans la tête des gens. Alors, la fameuse question des urnes. Il faut voir d'où est partie l'affaire. On a Monsieur Pompeo, là, le ministre de la Guerre aux États-Unis, qui a lancé cette histoire. Et la toute première source est en fait Radio Free Asia.
C'est une radio, comme son nom l'indique, pour l'Asie libre, et il faut évidemment étudier son origine. C'est une radio de la CIA. C'est une radio que la CIA a mis en place dans d'autres régions du monde aussi, d'ailleurs. Il y avait Radio Free Europe également, qu'elle a mis en place pour essayer d'empêcher la révolution communiste en Chine, et puis après pour essayer d'appeler à renverser le régime. Donc c'est des radios de propagande de la CIA, et voilà la source de l'affaire sur les Chinois cachent leur mort. Pardon. Quand on lit la charte de Radio Free Asia, on y trouve que son travail est vital pour les intérêts nationaux des États-Unis et que sa principale norme de diffusion est d'être compatible avec les grands objectifs de la politique étrangère des États-Unis. Donc on est dans un instrument de la CIA. Bien. Le 27 mars, RFA a dit que le nombre de décès était beaucoup plus élevé. Alors, on demande les sources, les preuves, les faits. En fait, c'est uniquement basé sur des calculs de certains posts de réseaux sociaux. Ah, ok, donc on a mis sur Twitter et sur Facebook qu'il y avait beaucoup plus de morts, et voilà, ça devient une vérité scientifique. Bon, imaginons un instant que les médias d'État chinois disent qu'aux États-Unis ou en France, les chiffres sont faussés et qu'ils se basent sur quelques posts sur Twitter, on leur dirait, du quoi vous vous mêlez, c'est pas sérieux. Bien. Il n'y avait de toute façon aucune référence en plus à un post précis dans le texte de Free Asia. En fait, ça se base sur une spéculation sur la capacité de crémation des funérailles de Wuhan. Et le soir, d'ailleurs, dans un autre article indique ici, non, je ne l'ai pas, mais bien, il y avait un autre article du soir qui indiquait qui montrait une photo de gens faisant la file devant un funérarium pour recevoir les cendres de leurs proches défunts. Et on parlait du fait qu'il y avait plus de gens faisant la file à Wuhan que de cas du coronavirus déclarés, donc les Chinois mentaient. Il y a une chose tout à fait évidente qui n'est pas venue à l'esprit de ces gens, ils n'ont pas voulu le voir, c'est que on avait le droit à Wuhan de mourir d'autre chose que du coronavirus, non? Et il y a de la pollution, il y a évidemment eu des conditions très difficiles, et les gens ont continué à mourir des causes habituelles. Mais tout était bloqué. Donc à un moment donné, quand cette activité-là a été réouverte, beaucoup de gens ont fait la file pour récupérer les cendres de leurs proches. C'est quelque chose de triste et de douloureux, et d'utiliser ça pour mentir, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune morale là-dedans. Et donc, l'info lancée par la CIA a continué à circuler, on l'a retrouvée dans des médias aux États-Unis, Bloomberg, Time, Yahoo aussi, Newsweek, Fox News, tout ça a été repris là. Et bien entendu, toute une série de médias français et maintenant belges. C'est incroyable comment on recopie des infos qui viennent des États-Unis sans dire la source et sans vérifier la source. Ça, c'est pas du journalisme. En fait, c'est un truc que Washington, que la Maison-Blanche, a utilisé pour sa guerre anti-chinoise, on va y revenir. Il est notamment basé sur un tweet d'un certain Zheng, chinois aux États-Unis, dont on ne précise jamais que c'est un membre de la secte d'extrême droite Falun Gong liée à la CIA et qui est chargé d'aider à renverser le régime en Chine. Bonne chance. Donc, la question des chiffres suspects est très louche. Et si on veut en avoir le cœur net, pourquoi est-ce que Kiesel et Burns et Le Soir et ce genre de médias ne va pas tout simplement chercher la vérité auprès de l'Organisation mondiale de la santé? Alors je sais bien que Trump ne l'aime pas, il y a d'autres critiques sur la gauche qui disent qu'effectivement il y a des choses à reprocher à l'OMS, mais c'est quand même la référence sur les questions de santé dans le monde. Et en fait, je vais vous lire un extrait d'un article très intéressant qui est basé sur une déclaration d'un médecin canadien qui s'appelle Bruce Aylward. C'est l'ancien directeur général adjoint de l'OMS, donc c'est pas n'importe qui. Il a fait une conférence de presse le 24 février déjà sur l'histoire des morts.
et je vous lis quelques extraits parce que franchement, nos journalistes du soir auraient bien fait de recopier ça aussi pour au moins un peu équilibrer leur papier. Je sais, dit Eloi, ce médecin Éluard, qu'il y a eu des difficultés avec les statistiques venant de Chine, avec les chiffres qui changent. Ce que nous devons faire, c'est examiner très attentivement les différentes sources d'information avant de pouvoir dire avec certitude que ces chiffres sont en baisse. Et oui, sur le terrain, il y a beaucoup de données et d'observations convaincantes. Je travaille pour l'OMS, j'ai avec moi 12 personnes qui travaillent, dit-il, pour les meilleures institutions, les meilleures recherches et les meilleures institutions de santé publique dans le monde. Ils veulent être convaincus et toutes ont pointé vers la même chose. Oui, les chiffres sont fiables. Vous pouvez aussi, dit-il, consulter. Il donne une longue liste. Le Journal of American Medical Association, rien de chinois là-dedans, qui a publié un article très intéressant que j'ai lu. C'est une longue étude en fait, Characteristic of an Important Lessons from the Coronavirus Disease Outbreak in China. Donc c'est un rapport de 50 pages qui tire les leçons de ce qui s'est passé là. Voilà ce que Macron, Trump et Maggie de Bloch ici en Belgique auraient dû étudier au lieu de répéter les bêtises venant de Washington. Et ce rapport dit le gouvernement chinois a amélioré sa capacité de réponse à l'épidémie depuis l'épidémie de SRAS en 2003. Là, 88 jours s'étaient écoulés depuis que le premier cas était apparu et que l'OMS avait été informé de l'épidémie. 300 cas, 5 décès. Avec le Covid-19, dit-il, en revanche, il ne s'est écoulé que 23 jours entre l'apparition des symptômes dans le premier cas et l'avertissement de la Chine à l'OMS le 31 décembre, alors qu'il n'y avait eu que 27 cas et aucun décès. Okay. Il signe toute une série d'autres revues, le New England Journal of Medicine et le classique dans les recherches sur la santé, le Lancet. Et donc, il conclut, la réalité est qu'il est très difficile de cacher une épidémie. Pour stopper un virus, vous devez identifier et isoler les cas d'infection. Et si vous prétendez l'avoir fait quand ce n'est pas le cas, eh bien les cas non détectés vont augmenter de façon exponentielle. Maintenir un ensemble caché de statistiques réelles et un autre ensemble pour le spectacle nécessiterait la collusion secrète de 2 millions de médecins et 3 millions d'infirmières de la Chine. Théorie du complot. Ok, voilà. Je crois que cet article de Kessel et Burns, qui répète que les Chinois mentent sur leur mort et que c'est leur faute, que si les Chinois avaient fait ce qu'il fallait au début, il n'y aurait pas eu d'épidémie dans le monde. Ils sèment la panique, ils sèment la méfiance, ils empêchent la coopération internationale et des articles comme ça empêchent la coopération internationale. J'insiste, ça reflète seulement les intérêts du complexe militaro-industriel, les intérêts des États-Unis comme grande puissance, évidemment opposés à la Chine et qui veulent la dévaloriser. Et ce qui devrait motiver les articles, c'est la santé de l'humanité et pas les intérêts du fric et du militaro-industriel. Voilà. Là, je suis extrêmement scandalisé sur cette omission, sur cette manipulation. Et un autre extrait de l'article nous dit que voilà, c'est la faute à la Chine, qu'ici les règles concernant, oui, on parle là des marchés alimentaires, le fait qu'on vend des animaux effectivement dangereux pour la santé parce qu'il y a beaucoup de propagation de virus. Ça, c'est un reproche qui doit être fait, les règles devraient être beaucoup plus radicales là-dessus, mais il y a quand même quelque chose à dire, c'est que personne ne sait où le mort zéro a eu lieu, où le contaminé zéro a eu lieu. Donc, c'est intéressant de le savoir pour comprendre, mais en attendant, venir dire « oui, c'est les Chinois, non, c'est les États-Unis, etc. » Bon, c'est un peu pénible. Et le soir relaye la déclaration du nouveau porte-parole des Affaires étrangères, le très agressif Zhao Lijian, comme si les porte-paroles des Affaires étrangères françaises ou états-uniennes n'étaient pas agressifs, et ils disent qu'il a véhiculé ainsi une rumeur selon laquelle ce sont des militaires américains ayant participé aux Jeux militaires mondiaux à Wuhan en octobre 19 qui auraient introduit le virus. Voilà. On a lu ces choses-là. La question n'est pas de dire que tout ce qui vient des Chinois est des rumeurs et tout ce qui vient de chez nous, c'est sérieux. La question serait de vérifier, est-ce que, il y a eu ces Jeux
militaires internationaux à Wuhan? 2, est-ce qu'il y a eu des militaires états-uniens qui y ont participé? 3, est-ce que, connaissant la faiblesse des États-Unis sur le plan de la santé publique, c'est possible que ça ait eu lieu? Et alors, ce ne serait pas encore une raison pour attaquer les États-Unis avec ça? C'est bien dommage, il faut bien qu'une épidémie démarre quelque part. Et le problème beaucoup plus fondamental, c'est pas de savoir si on veut accuser les Chinois. Là, cet article du soir, il est à fond dans la version Trump, je m'excuse. Vous avez ici un close-up des notes du discours de Donald Trump quand il prononce son discours sur le coronavirus. Et vous voyez qu'il avait dans son texte coronavirus et qu'il l'a biffé et qu'il l'a remplacé par Chinese virus. Donald Trump tenait absolument à ce qu'on parle du virus chinois, du virus de Wuhan. Donc je crois qu'on ne doit pas rentrer dans cette guerre de propagande, dans cette guerre qui attise la haine et la méfiance. Et on peut discuter sur les causes, on peut discuter sur les responsabilités. Personne ne dit que ce qui a été fait en Chine est parfait, qu'il n'y a pas des leçons à en tirer. Mais voilà, répéter la propagande débile de Trump, c'est quand même pas du journalisme, n'est-ce pas? Une autre déclaration, l'article est très long, on va en prendre encore quelques citations. L'article déclare que, en fait, le pouvoir chinois est faible et contesté à l'intérieur. On a là un autre sinologue réputé ou pas, dont il faudra professeur à l'Institut catholique de Paris, si vous avez le temps, allez un peu regarder qu'est-ce que diffusent ces gens-là en général, et s'ils sont objectifs, et s'ils donnent un peu la parole aux deux côtés. Et donc, l'idée là, c'est que on nous dit que comme Xi Jinping serait très contesté en Chine, ça veut dire qu'il va essayer de s'en sortir par une agressivité à l'extérieur et faire une intervention militaire contre Taïwan, qui est une partie du territoire chinois, séparée suite aux manœuvres des États-Unis. Mais les Chinois n'ont jamais employé la violence et tout le monde sait que ça ne va pas avoir lieu, mais non, on relance, les Chinois sont en train de préparer une agression militaire. Ce qui est particulièrement crapuleux, et là je pèse mes mots, c'est la suite de la phrase. On nous dit que Trump a d'autres chats à fouetter. Trump s'occuperait uniquement des États-Unis et ne ferait pas des agressions contre d'autres pays. Ça, comme je le disais, vous êtes en train de cacher des choses très très graves qui se passent dans certains pays et c'est incompréhensible pourquoi vous n'en parlez pas et c'est incompréhensible que vous donnez à Trump une image d'un gentil pacifiste qui s'occupe uniquement des gens des États-Unis. Je m'excuse. Il a intensifié en pleine crise ses sanctions contre l'Iran. Il a aggravé les problèmes de santé et de salut public. Il empêche l'Iran de lutter efficacement contre le coronavirus et vous venez nous dire qu'il ne s'occupe que des États-Unis. On va reparler des sanctions des États-Unis et de l'Europe contre ces différents pays parce que ça c'est un vrai scandale. Et pour vous donner un autre exemple de l'agressivité de Trump qui essaie au contraire de profiter de ça pour faire des sales coups, regardez cette affiche. C'est une affiche très officielle de l'administration des États-Unis qui offre une récompense de 15 millions de dollars à qui donnera des informations permettant de capturer Nicolás Maduro. Alors ça c'est complètement débile. Les États-Unis ont déjà lancé toute une série de bobards contre les États-Unis parce que depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, ils essaient de le renverser, ils ont déjà fait un coup d'État militaire, un coup d'État économique, ils ont déjà fait toute une série de tentatives, ils ont réussi à faire la même chose contre Evo Morales en Bolivie, et Kessel et Burns viennent nous dire que les États-Unis ne font rien et qu'ils ne s'occupent pas de l'international, mais c'est n'importe quoi. La preuve et l'information que vous devriez donner, c'est qu'il y a eu un débarquement de colonnes de chars des États-Unis à la frontière colombienne, la frontière de la Colombie avec le Venezuela, pour essayer d'intervenir contre le Venezuela et aider à un changement de régime. Bonne chance d'ailleurs si vous vous avancez sur le territoire. Kessel et Burns, pourquoi vous ne parlez pas de ces informations? Pourquoi vous ne montrez pas ces images-là? Donc vraiment,
Désolé, on est dans la propagande, les États-Unis font tout bien, les Chinois font tout mal, et on cache des choses qui sont fondamentales. Il faudrait absolument arrêter les guerres et les agressions des États-Unis, c'est quand même scandaleux. Une autre coupure de l'article, désolé, mais il y en a beaucoup. Le parti est très inquiet, nous disent nos deux sinologues amateurs. Il est très inquiet parce que l'épidémie va-t-elle reprendre quand la population va recommencer à circuler? Et comment compenser les dommages économiques? Bien. Est-ce que vous croyez que seul le Parti communiste chinois est très inquiet sur ça? Est-ce qu'en Occident, on n'est pas aussi très inquiet qu'une deuxième vague pourrait arriver? Est-ce qu'on n'est pas en train de se demander que vont faire les gouvernements pour tous les travailleurs et les petits indépendants qui ont subi des pertes économiques énormes et pour relancer l'économie? Donc tout le monde est inquiet. Alors arrêtez votre cirque là. Et là, comme vous tenez absolument à démontrer que ça va mal en Chine, vous dites que les économistes chinois pensent que le taux de croissance de la Chine sera de 4% ou moins, alors qu'il était déjà de 6% avant, et qu'avant on était à 8 ou 9%. Bien. Effectivement, les Chinois peuvent se préoccuper de ça, et quand on lit un peu leur presse, on voit que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà un peu anticipé, qu'ils avaient prévu, qu'il y a des plans pour continuer le développement de l'économie. Maintenant, je ne me prononce pas ici si c'est magnifique d'avoir un taux de croissance important pour l'économie aux États-Unis et en Europe. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire pour défendre le climat sur cette question. Mais il y a une chose qui essaie les Berns-Oubli de faire remarquer, c'est que en Chine, ils peuvent être encore bien contents d'avoir une économie qui se développe. Ils ont quand même sorti 700 millions de gens de la pauvreté. C'est quand même nécessaire pour eux qui sont pauvres. Mais le taux de croissance aux États-Unis et en Europe, ben, c'est des fantômes depuis longtemps. Elle est nulle. Quand on a 1%, on est super content. Donc la comparaison, je m'excuse, elle se retourne contre votre thèse, évidemment. Donc, on est en train de nous dire que voilà, pour faire oublier ces difficultés à ses concitoyens chinois, bon, où sont les informations sérieuses disant que les Chinois ne sont pas contents de la gestion de la crise? C'est ce qu'on appelle en anglais wishful thinking, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs désirs pour des réalités. Ils veulent absolument renverser le gouvernement en Chine, donc ils n'arrêtent pas de dire que les Chinois vont le faire eux-mêmes. Ça, c'est de la propagande encore une fois. On répète ici le même mensonge sur Trump, donc je passe à la coupure suivante. Pour faire oublier ces difficultés à ses concitoyens, Xi Jinping s'est activé à l'international, et alors il y a une coupure un petit peu plus loin, oui je ne vous l'ai pas mis ici à l'écran, mais un peu plus loin, ils disent que les routes de la soie, les routes de la santé, vous savez, les nouvelles routes commerciales dont on a déjà parlé dans des précédents Michel Midi, qui relie la Chine à l'Europe, à l'Afrique, à travers la Russie, etc., que tout ça, ce n'est pas bien, qu'en fait, ils ne vont pas apporter des soins de santé, des équipements, des masques, etc., et que tout ça, c'est du bluff. Bien. Cette histoire sur les routes de la soie, il faut identifier la source du bobard, comme d'habitude, et Mike Pompeo, le chef de la diplomatie aux États-Unis, le ministre des Affaires internationales, a critiqué la Chine pour soi-disant offrir, dit-il, son aide à toute une série de pays. Remarquons que les États-Unis n'ont offert d'aide à aucun pays. Ok, première puissance du monde quand même. Toujours le modèle, aucune aide. Au contraire, ils sont même allés voler des commandes de masques et d'équipements pour différents pays, dont l'Allemagne, dont la France. Ils vont sur le tarmac des aéroports à Bangkok et ailleurs, ils payent plus cher que le contrat et ils s'arrangent pour les détourner. C'est vraiment de la piraterie internationale, bien. Les États-Unis n'aident pas, mais ça n'empêche pas Pompeo de dire le parti communiste chinois pose une menace substantielle à notre santé et à notre mode de vie, comme le virus de Wuhan l'a clairement démontré. Voilà, vous voyez, on est dans la guerre de propagande et c'est vraiment dommage de voir un journal de Belgique reprendre cette chose-là. La réalité des faits est que les Chinois ont bel et bien envoyé des équipes médicales en Iran, en Irak, en Italie, en Serbie. En Italie, on a des images de ça, ici, là,
En Belgique, on a reçu, quand on n'avait aucun masque, on a reçu toute une commande, pas une commande, un don gratuit de masques, ok? Et donc, on a effectivement du matériel médical, des équipes médicales qui ont été fournies euh, à, je disais Italie, Serbie, Venezuela, Pakistan, Cambodge. Les pays africains reçoivent 20 000 kits de tests, 100 000 masques par pays, hein, 100 000 combinaisons de protection dans tous les pays africains. L'Italie a reçu 130 tonnes de matériel de protection. Et voilà. Là, on est dans les faits. Alors évidemment, ça dérange les partisans des États-Unis et de l'Europe que les faits montrent que la Chine est solidaire et que les États-Unis et l'Europe n'y arrivent pas. Mais il faudrait, quand on est journaliste, respecter les faits quand même un petit peu. Et on a, à propos de l'Union européenne, l'article évolue après et analyse pourquoi les États-Unis et l'Europe sont inquiets par rapport au renforcement de la Chine. Et on aborde ici la question de cette aide justement à l'Afrique. Et nos journalistes ici n'aiment pas ça. Et ils sont obligés de constater que la Chine a rempli un vide laissé par l'Occident, c'est-à-dire que voilà, la Chine ne pose pas de conditions pour aider les pays et n'essaye pas de renverser le régime. Et alors, Kiesel et Burns ont une explication tout à fait cocasse. Pourquoi l'Occident a laissé un vide en Afrique? Et il dit, voilà, c'est sa culpabilité postcoloniale. Vous avez bien lu, voilà. L'Occident se sent coupable après le colonialisme et donc il a laissé un vide en Europe. C'est n'importe quoi. C'est pas la culpabilité pour les crimes du colonialisme qui fait que les businessmen français, belges, états-uniens, allemands ne vont pas en Afrique. C'est que depuis qu'ils ont saboté la décolonisation d'Afrique, qu'ils ont assassiné Lumumba, Sankara, toute une série de dirigeants africains pour les remplacer par des fantoches, que font les multinationales de la France et de l'Europe? Elles pillent les ressources, elles pillent les matières premières, elles contrôlent les marchés, elles achètent les dirigeants, elles bloquent le développement, elles disent vous ne pouvez pas mettre trop de votre budget sur les soins de santé, sur l'éducation. La Banque mondiale et les FMI n'ont pas arrêté de faire ça pour que ces pays deviennent des exportateurs de marchandises, d'alimentation, d'énergie pour les multinationales européennes. C'est ça le problème qui fait que les Africains en ont marre de la France et de l'Europe. Ils se sont fait voler, ils se sont fait piller, même Jacques Chirac l'avait reconnu, qu'une grande partie de la richesse de la France venait de l'Afrique, qu'on ne la payait pas. Donc ne venez pas dire que c'est parce que les Occidentaux, on parle ici des dirigeants des multinationales, auraient une culpabilité par rapport au colonialisme. Non, c'est tout simplement qu'ils ont tellement pressé le citron que quand les Chinois viennent et disent nous, on va vous aider, on ne pose pas de conditions, on veut des matières premières, on peut discuter sur tout ça bien entendu, eh bien, évidemment qu'ils vont choisir le fournisseur le plus intéressant et pas les voleurs des multinationales françaises, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, blabla sur la culpabilité postcoloniale, et on en arrive à la fin de cet article du soir. La crise a mis en évidence la place centrale qu'occupe la Chine au sein de l'économie mondialisée. De nombreux secteurs en Europe dépendent de la Chine pour leur approvisionnement, bien. Et alors, vous avez en rouge, là, un petit truc manipulateur bien clair, des voix s'élèvent chez nous qui plaident pour relocaliser certaines productions en Europe et prendre des mesures protectionnistes. Des voix. OK. Ça, je m'excuse, c'est du journalisme de basse qualité. Hein, où, si vous avez des voix, vous avez un problème. Et il faudrait dire quelles sont ces voix. Et quand on emploie cette périphrase, ça veut dire qu'on ne veut pas dire qui est la source de cette information. Ça veut dire que, en fait, ça cache des intérêts et qu'on parle pour le business français, qu'on parle pour le business belge, pour certains secteurs de l'économie qui trouvent qu'il faudrait plus avoir de production ici. Mais ça pose la question, je remets la petite coupure, des voix s'élèvent qui plaident pour relocaliser certaines productions en Europe. Bien. Ici, on aurait intérêt à creuser, mais pourquoi
les Européens comme les États-Unis ont délocalisé leurs usines. Les États-Unis ont fait ça au Mexique, en Amérique latine. Les Européens et les États-Unis aussi ont fait ça beaucoup en Asie du Sud-Est et puis en Chine. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est une logique économique. Vous n'allez pas la changer comme ça en disant il faudrait relocaliser. Les entreprises multinationales sont en concurrence entre elles et ne pensent qu'à une chose, c'est comment on va avoir les prix les plus bas. Et si les Chinois avaient les prix les plus bas et une efficacité dans la production, ils sont tous allés chez eux. Même qu'ils n'avaient évidemment pas le fait que l'économie était dirigée par des communistes. Donc, les questions à se poser sont, un, pourquoi la Chine était pauvre? On va y revenir tout à l'heure. On oublie toujours l'histoire là. Qui a rendu la Chine pauvre? Et deux, donc pourquoi les salaires étaient bas et pourquoi nous sommes dans une économie néocoloniale qui délocalise, qui supprime des emplois, qui évidemment pollue en allant fabriquer pour vendre ici des choses qu'on pourrait vendre ici, mais on va les fabriquer très loin. Évidemment, on pollue la planète entière, ce qui affaiblit beaucoup notre résistance au virus, ça c'est clair aussi. Et donc, on est en fait dans le déni par rapport à la Chine et on est dans le fait que on n'arrive pas à faire comprendre pourquoi ces Chinois ont mieux réussi l'économie que nous depuis un certain temps. Alors, je vous remets un instant avec on va passer ceci, le marché ou l'État. On a ici le soir qui nous dit l'État planifie son économie et c'est pour ça qu'elle est plus efficace que l'économie de l'Union européenne. Là, c'est pas faux, et en fait, on commence à poser un premier problème. Le problème, comme je le disais, c'est pourquoi la Chine est arrivée à des résultats qui font mal aux défenseurs du capitalisme et du néolibéralisme à l'occidental. Alors, on va parler ici 2 secondes de la Chine pour dire ceci. On a le droit de critiquer, de ne pas aimer ce que font les Chinois. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec tout, que je trouve tout formidable, mais je voudrais faire une mise en garde. Avant de critiquer, étudiez, informez-vous, écoutez les méchants. C'est pas le problème de critiquer, le problème c'est de avoir à sa disposition les faits et les causes. Et si on ne les a pas, de se poser la question, qui m'a dit ça? Qui est derrière cette info? Quels sont les intérêts? Alors je vais lire 2-3 extraits d'un très bon article de synthèse sur la Chine par Bruno Guigues, paru sur l'excellent site du Grand Soir. Salut à Victor et Maxime. Et Bruno Guigues résume bien la situation et l'histoire. Je vous conseille d'aller lire cet article, il s'appelle « En 20 ans, 700 millions de personnes ont été extraites de la pauvreté ». 2-3 extraits. En fait, la Chine, un politicien français très réputé, Alain Peyrefitte, avait écrit dans les années 70, la Chine, avant 1949, avant la révolution chinoise, était un pays du Moyen-Âge, un pullulement de mendiants, d'enfants couverts de plaies, et les paysans étaient ruinés d'avance, pas la moindre réserve. Et effectivement, les stats le confirment, le pays ne représentait qu'une part infime de la production mondiale, alors qu'il en représentait 30% avant 1820. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1820? Il y a une dynastie chinoise qui a périclité, et surtout les puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, sont venues coloniser des parties de la Chine, et ont ruiné la prospérité, et ont transformé la Chine en un endroit pour déverser leurs marchandises, ou pour extraire des matières. Et donc, en 1949,
la Chine avait le niveau de vie le plus faible de la planète, moins que dans l'Inde britannique et moins que dans l'Afrique subsaharienne. Elle avait 80% d'analphabètes. Aujourd'hui, l'économie chinoise représente 18% du PIB mondial. C'est la première puissance exportatrice et son endettement est inférieur à celui des États-Unis. C'est le premier partenaire commercial de 130 pays et au cours des 10 dernières années, elle a contribué pour 30% de la croissance mondiale. Et évidemment, avec les communistes dirigeant l'économie chinoise, ne vous en déplaise, l'espérance de vie est passée de 40 à 64 ans sous Mao et aujourd'hui à 77 ans. 82 en France, 68 en Inde. L'analphabétisme est quasiment supprimé, le taux de pauvreté est passé selon la Banque mondiale, qui n'est pas suspectée d'être révolutionnaire. Le taux de pauvreté est passé de 95% en 80 à 17% en 2010 et à 3% en 2017. Et la pauvreté va être éradiquée en Chine, pendant qu'elle continue à se répandre et à s'aggraver dans toute une série de pays qui dépendent des États-Unis et de l'Europe pour leur système politique. Donc on a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté, le salaire moyen a doublé, aussi avec des mobilisations ouvrières, bien entendu en Chine, qui existent. Et le résultat, c'est qu'il y a des entreprises capitalistes qui sont en train de quitter la Chine pour aller dans des pays où les salaires sont plus bas. Et donc, est-ce que c'est la Chine qu'il faut accuser, ou est-ce que c'est nos entreprises capitalistes d'ici? Voilà, Geek souligne aussi que cet développement chinois va désormais de pair avec la transition écologique. 89% des bus électriques en service dans le monde fabriqués en Chine, le plus grand réseau ferré à grande vitesse du monde, 30 000 km, bientôt 40 000, et la plus grande opération de reboisement de la planète, 35 millions d'hectares, prenant au sérieux la désastreuse pollution de l'atmosphère dans la région de Pékin. Elle a réussi à réduire les émissions toxiques de 50%. Et voilà. Geek pose une bonne question aussi. Habitués à penser que la démocratie repose sur le rituel électoral, les Occidentaux ne comprennent pas ce système. Ils ne voient même pas, dit Geek, que leur démocratie s'accommode d'une désignation du président par les banques, enfin, et la France, alors qu'en Chine, les banques obéissent au président. Voilà. Et donc, l'article continue avec des choses intéressantes sur le modèle économique chinois, mais ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui. Je voudrais, moi, en venir, on a bientôt fini, on va voir quelles sont les questions que vous auriez encore, mais j'ai une petite conclusion importante. Pour moi, l'article de Kiesel et Burns dans Le Soir est de la pure diversion. On se fiche des faits, on ne fait pas d'enquête, on ne fait pas de recherche, on ne donne pas la parole, même un petit peu à l'autre partie pour qu'elle se justifie. C'est de la propagande et la diversion. Et donc, la grande question à se poser quand on lit un article pareil, c'est vous cachez quoi? Vous voulez qu'on ne discute pas de quoi? Et là, il faut quand même remarquer qu'on est face à une crise économique catastrophique, 6 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis, en plus, bientôt 10 millions probablement. C'est la pire dégringolade depuis 1929 et c'est pas des révolutionnaires ultra-gauche qui vous l'annoncent. Je lisais hier un article ici dans le Standard, mais je vais le traduire, un article de Georges Hugeux. Cette crise va durer 2 à 3 ans. Alors Georges Hugeux, il se fait que c'est un copain d'université, on était dans une école chic dans les années 60 à Bruxelles, une université à Saint-Louis. Il y a peu de chances qu'il m'écoute, mais bon, on ne sait jamais. Bonjour Georges. Peu de chances qu'il m'écoute parce qu'en fait, il est devenu un businessman, pendant que moi, je suis allé travailler comme ouvrier puis devenir militant syndicaliste et journaliste de gauche. Lui est devenu un businessman, il a même vice-présidé la bourse de New York, il a un grand cabinet de consultance. Donc, mais c'est intéressant de voir que quelqu'un qui se réfère au marxisme et quelqu'un qui a pour Bible le dollar et le business peuvent sur certains points faire le même diagnostic. Et je dis, cette crise va durer 2 à 3 ans parce que les bourses peuvent peut-être remonter bientôt, mais les bourses ne reflètent pas la réalité économique. Ça, c'est comme une chose dont il faudra se souvenir à un moment donné dans les leçons à tirer.
Et je dis, euh, en fait, avec la crise financière de 2008 aux États-Unis, 2008-2009, rappelez-vous, les banques avaient spéculé sur l'immobilier, vendant des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens de payer en se disant ben, s'ils ne payent pas, on aura la maison pour rien. Et évidemment, comme ils ont fait tous la même chose, ça s'est craché, les maisons ne valaient plus rien, des banques ont fait faillite. Nous avons dû payer pour renflouer des banques aux États-Unis et en Europe parce qu'elles avaient spéculé contre nous, alors qu'avant on avait des banques publiques dont personne ne se plaignait et qui fonctionnaient bien et qui avaient certaines règles à respecter. Et je dis, voilà, cette crise est beaucoup plus grave. On a eu, après la précédente crise, 15% des restaurants n'ont pas pu rouvrir. Il dit qu'il y a plusieurs secteurs, mais que les petites PME, les petites entreprises vont trinquer, que la crise est beaucoup plus grave que 2008-2009 parce qu'elle est mondiale, et surtout parce qu'il y a une montagne de dettes aux États-Unis, dans les entreprises, en Europe aussi. La Chine est beaucoup moins endettée que ces pays-là. Et donc, on est dans une situation absolument catastrophique. Et donc, c'est de ça sur ça qu'on devrait avoir des articles d'investigation, Madame Kessel et Monsieur Bern. C'est là-dessus qu'on devrait parler. Pourquoi est-ce qu'il y a déjà plus de morts aux États-Unis qu'en Chine? Okay, 5 fois moins la Chine de population. La Chine est le premier pays qui a affronté. Au début, il y a eu beaucoup d'erreurs, de tâtonnements. Là, on a l'expérience de la Chine. On sait ce que c'est, on sait ce qu'il faut faire. Et il y a déjà plus de morts aux États-Unis qu'en Chine. C'est là-dessus que vous devriez faire des enquêtes et des investigations. La raison de tout ça, c'est que on n'a pas voulu écouter cette expérience des Chinois. Au début, on en a profité pour faire cette propagande, oui, les Chinois, ceci, etc., au lieu de prendre la chose au sérieux et d'écouter. Moi, je rappelle que le 6 mars de cette année, Emmanuel Macron allait avec son épouse au théâtre. Il refusait de décommander les élections françaises, il allait au théâtre. Et il disait à ses électeurs, il leur recommandait de vivre, d'aimer et de sortir comme avant. Ok. Une semaine après, il disait exactement le contraire. Et si on avait écouté et pris au sérieux l'expérience des Chinois, si on aurait beaucoup moins de gens dans les hôpitaux, on n'aurait pas eu les soins de santé limite débordés, des gens qu'on ne peut pas soigner, on aurait eu moins de morts. Et il y a vraiment, c'est ça, là-dessus qu'il faudrait travailler. En Belgique, la ministre de la Santé, quand il y a eu la première hospitalisation, disait que c'était soigné comme un gros rhume. Ok. Donc, les dirigeants politiques, il faut maintenant suivre les recommandations de confinement, il n'y a pas à discuter là-dessus. Il faut prendre des mesures très strictes et avec discipline. Mais les dirigeants politiques auront des comptes à rendre, évidemment, sur le fait qu'ils ont, avant, pas prévu des masques, diminuer les lits d'hôpitaux, privatiser énormément les soins de santé. Et on voit maintenant que le privé, ça ne va pas. C'est l'État, c'est le public qui doit veiller à la santé, pas les intérêts privés. Et donc, on a des infirmières ici. Oui, monsieur le président, vous pouvez compter sur nous, mais l'inverse reste à prouver. Les gens dans les soins de santé sont absolument furieux, n'est-ce pas, contre la politique de Macron et contre la politique de la ministre de la Santé en Belgique. Et aux États-Unis, les soins de santé, tout le monde sait comment c'est. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, il y a des millions de gens qui n'ont pas de quoi payer le médecin et que le pharma business et que les intérêts privés dans la santé l'ont empêché. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait investiguer, sur le fait qu'on a des dirigeants qui obéissent au business, qui ont montré leur incompétence, leur arrogance, leurs insuffisances de toutes sortes. Donc ça pose plusieurs questions. Et une première question, c'est ces dirigeants-là qui nous ont menés dans ces situations. Bon, le virus n'était pas évitable, mais la manière dont il a été abordé aurait pu être bien meilleure, on aurait eu beaucoup moins de dégâts. Ces dirigeants-là, ils sont en train de nous préparer quoi? Parce que maintenant, évidemment, ils sont tous devenus socialistes. Ils sont tous devenus, oui, il faut l'État, vive les infirmières, vive les travailleurs des supermarchés, des poubelles, la police, etc. Tous ces gens sont indispensables à la société. Ils disaient exactement le contraire. Avant,
ils n'arrêtaient pas de dégrader leurs conditions de travail. Il faut savoir qu'en pleine crise du coronavirus, Macron prépare l'aggravation des lois travail, des conditions de travail. Il a préparé un cadeau au pharma business et ces gens-là sont préoccupés que cette crise va évidemment provoquer beaucoup de faillites, mais elle va aussi créer des nouveaux métiers, des nouveaux marchés, des opportunités, et la bataille économique énorme a déjà commencé pour s'emparer de ces profits, parce que ces gens-là vont continuer à considérer la santé comme une zone économique, comme une marchandise, et c'est ça la signification qu'il y a derrière toute cette propagande anti-chinoise, c'est qu'on veut les plus grandes parts de marché, bien entendu aussi dans la bataille États-Unis contre Europe. La question, donc, il y a des cadeaux qui s'annoncent, il y a des restrictions sociales qui s'annoncent. Au nom de la crise, on va vouloir nous faire payer une deuxième et une troisième fois. Et c'est ça la question, qui va payer? On va faire un prochain Michel Midi sur cette question-là. Je signale que on va faire d'autres interviews sur les différentes questions santé, alimentation, écologie, démocratie, quelle économie, etc. dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions pour être sûr que ça rencontre tous les problèmes, les expériences et témoignages que vous avez à l'adresse finale de développer ensemble la réflexion collective. Vous pouvez nous envoyer vos propositions et vos questions. Je voulais encore dire 2 mots à propos de l'Union européenne, justement, parce que le lendemain du jour où paraissait dans Le Soir cet article scandaleux, il n'y a pas d'autre mot, contre la Chine, le titre de la une ce matin, c'est « Nouveau test pour la solidarité européenne ». Nouveau test pour la solidarité européenne. Excusez-moi, c'est du blabla. L'Union européenne, c'est pas la solidarité, on l'a vu, et il ne faut pas cacher aux gens que l'Union européenne que nous avons, c'est une alliance des élites les plus importantes, les plus riches, les plus puissantes de l'Europe. C'est une alliance qui n'est pas pour les peuples et qui n'est pas solidaire. D'ailleurs, même entre eux, on l'a vu dans la bataille des masques, ces pays ne sont pas en train d'être solidaires. Il n'y a pas de solidarité. C'est la guerre économique contre la Chine, contre les États-Unis, contre toutes les puissances économiques. C'est la guerre entre les puissances économiques à l'intérieur de l'Europe. Donc il faut arrêter de nous dire qu'ils vont inventer ou réinventer la solidarité. Madame Merkel n'est pas là pour ça. Et l'Union européenne n'aide pas l'Italie. Voici une photo de hôpital de campagne de fortune en Italie. L'Union européenne n'a rien fait pour l'Italie. Par contre, les Chinois ont envoyé des médecins et des soignants. Ils ont envoyé une délégation. Ils ont offert des millions de masques à la Belgique quand elle n'en avait pas. Et si vraiment l'Europe était solidaire, eh bien, elle ne commanderait pas des avions de combat F-35 comme la Belgique vient de le faire pour 4 milliards d'avions de chasse, pendant que les hôpitaux doivent se débrouiller eux-mêmes pour avoir des respirateurs. Et donc voilà, l'Europe n'est pas une Europe solidaire, il ne faut pas placer ses illusions dans ses dirigeants, il faut absolument les contrôler. Et voilà, c'est ça que cet article cache, les véritables grands débats. Il y a la journaliste qui a fait cet article, je la suis depuis plusieurs années, elle a publié régulièrement des articles sur le Venezuela, ça c'est sa spécialité. Au Venezuela, c'est toujours catastrophique, il n'y a jamais rien de bien. Chavez, Maduro, c'est toujours lamentable. Elle a vraiment relayé toutes les calomnies contre le Venezuela pour aider les États-Unis à renverser ce gouvernement. Et heureusement qu'il n'est pas renversé, parce que malgré le boycott et les conditions très très dures, les États-Unis n'ont pas réussi à renverser un gouvernement qui met les soins de santé avant le fric. Et je me demande pourquoi Véronique Kessel, dans ses articles, n'a jamais publié les citations, je vais lui offrir le livre si elle ne l'a pas,
USA, les 100 pires citations dans lesquelles les dirigeants des États-Unis, plusieurs et du plus haut niveau, n'ont pas arrêté de dire qu'ils sabotaient l'économie du Venezuela pour provoquer le changement de régime, qu'ils sabotaient les soins de santé, qu'ils voulaient que les gens soient très pauvres, avec des problèmes de santé, pour renverser leur régime. Je vous propose, Madame Kessel, un débat sur l'article que vous venez de faire et l'article sur le Venezuela. Je ne sais pas si vous aurez le courage de l'accepter, mais je pense en tout cas que ce serait l'intérêt des gens. Voilà, il est temps de conclure. Je vais regarder 2-3 questions, mais l'émission a déjà duré longtemps. Je vais répondre individuellement, donc vous pouvez rester connecté sur Facebook. Je vais remercier les personnes qui m'aident pour les recherches sur cette émission et sur les autres. On a encore besoin de coups de main. Écrivez-nous à michel-midi@investigation.net. Il y a sur le site Investigation, inscrivez-vous à notre newsletter si vous ne l'êtes pas. Il y en a 2 par semaine, tout est gratuit. Inscrivez-vous pour recevoir les très bons articles qui ont déjà été publiés venant de notre réseau international. J'ai une autre étude passionnante qui va être sur le site aussi et que je vous conseille de lire. Voilà, je diminue le reflet. Le Covid-19 du China bashing dans les médias français à la guerre qui s'annonce par Sonia Bressler. Une étude fouillée très très intéressante où elle montre qu'effectivement on est dans la guerre de propagande et qu'il n'y a pas d'information. Et elle montre toute une série d'exemples. Et donc, elle a fait la recherche sur Le Monde, sur Le Figaro, sur les autres journaux français. C'est très, très intéressant. Voilà, je répondrai à vos questions sur Facebook, je le répète, parce que l'émission a déjà duré un bon moment. On va se retrouver demain pour un autre Michel Midi. Je crois que jeudi, j'aurai Ángeles Maestro, médecin d'Espagne. Demain, on va peut-être essayer de traiter les sanctions très très graves, l'aggravation des sanctions. Il faut absolument arrêter les sanctions. D'ailleurs, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à mettre fin aux sanctions et je crois que c'est vraiment indispensable. On aura aussi un invité surprise pour une page de rire dans Michel Midi. On ne raconte pas toujours des choses drôles, donc on va un peu essayer de rééquilibrer ça bientôt avec un invité surprise et une bonne tranche de rire. Je vous donne un indice pour deviner l'invité surprise du Michel Midi. L'indice, c'est le mot tarte. Ok, voilà. Je vous quitte sur cette image de ce qui est à mon avis indispensable, la solidarité, l'entraide, la coopération avant le fric et la coopération en matière d'info également. Il n'y aura pas d'autre d'issue à ce problème et aux autres problèmes si on n'est pas ensemble contre l'égoïsme, contre le profit avant tout et contre la guerre et le militarisme. Je vous rappelle Oui, il n'y avait pas le son sur la dernière générique, donc ça ne servait à rien que je parle. Je vous invite à aider Investigation dans la mesure de vos moyens par vos petits dons pour nous permettre d'élargir l'équipe. L'actualité montre qu'on en a vraiment besoin. Et aussi par les coups de main, très très importants. Action, c'est action et action, c'est vous. Je vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt.